Racontez-nous, vous êtes en train de vivre une nouvelle situation en ce qui concerne la COVID-19. Et la Bolivie, on le sait, c'est un pays très vulnérable, c'est un pays qui n'a pas accès à l'océan, à la mer, qui la situe dans une situation très particulière aussi. Donc, donnez-nous un petit peu de contexte de ce que vous vivez dans le contexte de la COVID-19 en ce moment en Bolivie. Parfait, parfait. Bon, ben d'abord, Paloma, aussi juste spécifier que notre programme voit aussi le Pérou. Donc, je peux aussi parler un petit peu de ce qui se passe au Pérou, un peu ce qui se passe dans les deux pays. Bon, l'Amérique latine en général est quand même très touchée par la COVID au niveau du nombre de cas, mais aussi au niveau de l'impact que ça a sur tout le monde, sur la population. Au niveau du nombre de cas, c'est sûr que le Pérou et parmi les pays qui ont le plus augmenté dans les dernières semaines. Donc, très, très, très rapidement, il y a eu beaucoup, beaucoup de cas. Et en Bolivie, c'est un peu plus restreint au niveau des cas. Donc, je pense que justement, ce que vous mentionnez, le fait que ce soit un pays qui soit un petit peu plus isolé, qui soit un peu moins connecté, bon, il y a beaucoup moins de vols internationaux, il y a beaucoup moins d'interactions avec le reste du monde. Finalement, ça a peut-être un peu joué en notre faveur dans le sens où on a eu moins de cas au début, importés. Donc, ça fait en sorte que ça a été un petit peu plus contrôlé. Et surtout, les autorités, mais ça, c'est tant au Pérou qu'en Bolivie, agissent hyper rapidement. C'est-à-dire qu'ils ont déclaré la quarantaine là, totale et complète dès le début. Donc, pour le Pérou, c'était un peu avant, c'était autour du 16 mars. Pour la Bolivie, le 21 mars, on est tombé en quarantaine complète, mais les frontières ont été fermées et tous les vols ont été cancellés là, à la mi-mars et puis ils ont agi hyper rapidement. Dans le cas de la Bolivie, c'est entre autres parce que, je pense qu'ils savent très bien qu'on ne peut pas se permettre ici d'avoir une crise sanitaire d'une telle magnitude parce qu'on n'a pas l'infrastructure ni sociale et on n'a pas l'infrastructure de santé non plus pour répondre à cette crise-là. Donc, la solution a rapidement été on ferme tout, il n'y a rien qui va pouvoir rentrer ici, mais malgré tout, on a quand même bon, une certaine évolution là, de l'épidémie et on a quand même plusieurs centaines de cas. Donc, malgré tout ce qui a été fait, c'est pas complètement contrôlé. Et on est en quarantaine complète et totale. Et quand je dis complète et totale, c'est pas comme au Canada où on peut sortir prendre une marche, où on peut aller faire du sport, faire un jogging au parc. Ici, c'est une sortie entre 7h et midi pour aller faire les courses de base, mais rien de plus. Sinon, c'est tout le monde à la maison et le contrôle policier et les forces armées est assez effectif. C'est bon, on a vu quand même qu'il y a eu des débordements et ça a été très difficile de faire respecter la quarantaine. Donc, dans plusieurs endroits, surtout les marchés populaires, il y a eu quand même des bris de la quarantaine, mais disons que ça a été... ils ont fait ce qu'ils ont pu pour pour la faire mettre en œuvre. Ma prochaine question concernait justement le travail sur le terrain, le travail que vous faites. On sait que les populations vulnérables dans le monde, surtout dans les pays les plus pauvres, avec le plus de taux de défavorisation, c'est encore plus important. Donc, les effets de cette épidémie, de cette pandémie. Mais au niveau de votre travail sur le terrain en tant qu'organisation humanitaire canadienne en Bolivie, comment comment ça s'articule, quels sont les défis les plus importants en ce moment dans ce cadre-là? Oui, ben, c'est sûr que, écoutez, il y a peut-être à deux niveaux, je vous dirais, qu'on voit vraiment déjà les impacts. Nous, on travaille beaucoup ici en Bolivie et au Pérou, on travaille beaucoup avec les personnes handicapées, par exemple. Mais c'est sûr qu'avec les personnes handicapées, en ce moment, on voit énormément d'impact sur leur vie. Sur le terrain, ça se décline un peu en deux types d'impact, je vous dirais. Ben, l'impact sur la santé, évidemment. En ce moment, on a l'impact sur les personnes handicapées est vraiment décuplé parce que souvent, c'est des personnes qui peuvent avoir des maladies chroniques qui sont liées à leur handicap. C'est des personnes qui nécessitent des soins de santé, des suivis. En ce moment, ne peuvent pas aller à leur séance de réadaptation, par exemple, ne peuvent pas aller voir le médecin comme ils ont l'habitude. On commence à avoir des graves problèmes d'accès aux médicaments. Donc, il y a des gens qui doivent prendre des médicaments tous les jours et qui ne sont plus capables d'avoir accès à leurs médicaments. Ça, c'est vraiment un gros besoin qu'on a ressenti dans les dernières semaines. On a eu beaucoup d'appels par rapport à ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de préoccupant.
Et puis, ben, elles sont souvent dans une situation d'isolement plus marquée. Et puis, elles sont plus exposées parce que finalement, la distanciation sociale ou physique, c'est compliqué quand tu as besoin de quelqu'un qui t'appuie dans tes activités quotidiennes Ben oui. de handicap. Donc, ça rend les choses très compliquées. Quand tu utilises une aide technique, donc un appui technique, donc que tu dois t'assurer que tu désinfectes, etc. Bref, il y a plein d'implications au niveau de la santé des gens. Et puis, oui, les personnes qui ont des complications par rapport à leur handicap, donc des maladies chroniques, sont plus à risque d'avoir des complications de la COVID. Donc, sont plus exposées. Donc, ça, c'est définitivement un aspect. Et puis, il y a un autre pilier, en fait, et puis pour l'instant, c'est celui sur lequel on a réagi le plus rapidement comme organisation, comme Humanité Inclusion, c'est la vulnérabilité socio-économique qui c'est en train de créer. Donc, très rapidement, nous, on sait, on connaît les gens, les populations avec qui on travaille habituellement sur des projets plus de développement. Et on sait que quand on entre dans une période de crise comme ça, qui est sanitaire, mais aussi une crise économique, socio-économique d'une certaine façon, ces gens font partie de l'économie informelle. C'est presque catégorique. C'est le niveau d'emploi formel des groupes vulnérables, donc entre autres les personnes handicapées, en Bolivie est presque bon, vraiment très, très bas. Nous, on a des chiffres d'autour de 11%, c'est très, très bas. Donc, on sait que ces personnes-là vivent au jour le jour. On sait que ces personnes-là doivent sortir dans la rue, vendre certaines de leurs items qui leur permettent de survivre. Ils en prennent vraiment un coup en ce moment parce qu'on parle des besoins de base qui ne sont pas couverts. Et c'est aussi simple que de ne pas avoir de nourriture. On n'a pas la capacité de s'assurer que ces personnes-là mangent tous les jours pendant la quarantaine, mais oui, on a fait une intervention au début, un peu plus au milieu, puis là, la semaine prochaine, on pense que c'est vers la fin, une autre distribution. Donc, ça, c'est, je pense, la base qu'on pouvait faire qui nous a permis de réagir rapidement. J'imagine, est-ce que vous comptez revenir au Canada bientôt ou vous pensez vraiment rester dans le contexte de la quarantaine bolivienne pour les semaines qui suivent? Ah non, moi, c'est sûr que... non, nous, on reste ici. Nous, on reste ici. On ne revient pas au Canada. D'accord. Il faut qu'on soit ici. Nous, on travaille sur le terrain, C'est notre travail, c'est notre mission. Donc, on s'assure... on s'assure vraiment que nos équipes, tant au Pérou qu'en Bolivie, se sentent sécurisées, sont en sécurité. On n'expose pas nos équipes, évidemment, ça c'est certain. On utilise tout le matériel qu'il faut pour les protéger. Donc, quand on fait des distributions comme ça avec le public, on s'organise pour que tout le monde soit très bien protégé, mais on est ici pour s'assurer, on est une organisation humanitaire, donc les besoins de base doivent être couverts, ça c'est certain. Donc, nous, on reste ici. Moi, je reste ici aussi. Je sais que, par exemple, en Bolivie et au Pérou, les Canadiens qui étaient peut-être plus à titre touristique, qui étaient un peu pris ici, ils sont tous partis le week-end dernier. Dans leur grande majorité, l'ambassade a fait beaucoup de travail pour faire des évacuations de ressortissants canadiens dans les pays. Mais nous, on n'est pas des touristes, on est ici pour faire notre travail. Donc, D'accord. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous glisser un petit mot concernant les autres régions qui sont couvertes par Humanité et Inclusion Canada? Parce que vous travaillez en Amérique du Sud, vous êtes en Colombie en Bolivie puis au Pérou, mais est-ce que vous avez des contacts avec les autres directions des programmes ailleurs dans le monde puis comment vous articulez votre travail aussi ailleurs? Rapidement, juste pour avoir une idée. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, Humanité Inclusion, on travaille dans une cinquantaine, entre 50 et 60 pays. Bon, ça change selon les programmes qui ferment, mais à peu près 55 pays actuellement. Puis oui, c'est sûr qu'en fait, on se parle chaque pays. En ce moment, on se parle chaque semaine pour comprendre un peu ce qui se passe un peu partout. Juste dans la région, par exemple, nous, on a beaucoup de liens avec ce qui se passe en Colombie. On a un programme aussi à Cuba. Puis sinon, ben, on est présent dans énormément de pays d'Afrique, d'Asie du Sud. Donc, par exemple, il y a beaucoup d'actions. En fait, presque l'entièreté des programmes actuellement ont mis un peu de côté ce qu'ils faisaient de façon plus régulière.
Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire aussi à cause des restrictions. Mais l'idée, ça a été de rediriger toutes les énergies qu'on pouvait vers ce qui est la COVID-19. Oui, on a des réponses, là, dépendamment aussi des contextes, un peu, chacun a son contexte. Par exemple, au Bangladesh, eux, ils travaillent régulièrement dans les camps réfugiés des Rohingyas, donc ils ont une intervention qui est tout à fait différente. Ils ont une population qui est extrêmement vulnérable à la base et qui doivent vraiment s'assurer là, que les besoins sont couverts à la base de tous les jours. Donc là, ça rajoute une couche de nécessité, en fait, de besoin. Mais bon, chaque programme a un peu son contexte différent, qu'on adapte notre intervention par rapport à ça. Donc, je vous dirais qu'en plus de tout ce que je vous ai dit de besoins de base, beaucoup attention à tout ce qui est information. C'est vraiment... puis ça, c'est en général, dans presque tous les programmes d'humanité et inclusion, là, en échangeant avec mes collègues, on se rend compte rapidement que tout ce qui est sensibilisation, s'assurer que la bonne information arrive. Bon, souvent dans des pays où il y a comme des mythes qui se créent, bon, je pense que c'est partout, hein, même au Canada, il y a des mythes qui se créent, il y a des fausses, des fake news. Et rapidement, ça se répand des genres de mythes un peu basés des fois aussi sur des croyances traditionnelles, des choses comme ça. Donc, tous les programmes en ce moment s'assurent que l'information est bien reçue, qu'elle est accessible, elle est claire, elle est vraiment vérifiée, puis elle est dirigée envers ces populations-là aussi. Pour répondre à ces besoins, finalement. Donc, c'est vraiment important que l'information, pour certains groupes particulièrement vulnérables, soit bien divulguée. Oui. Ouais. Valérie Beauchemin, vous êtes directrice du programme en Bolivie puis au Pérou pour Humanité et Inclusion. Et on disait tout à l'heure, la Bolivie est un des pays les plus vulnérables face à cette pandémie de la COVID parce qu'il y a une vulnérabilité socio-économique importante. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue pour Radio-Canada International. Merci beaucoup, Paloma. Merci.